Bienvenue dans cette petite vidéo sur le format explication tableau. Ça se veut être extrêmement rapide pour expliquer un seul concept et pas quelque chose de général. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à le lire jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui on va parler des AXOS, c'est-à-dire des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Et pour ceci, je vous ai dessiné un magnifique brocoli. Non, c'est bien un cerveau, mais j'ai toujours pas de talent de dessinateur et j'ai toujours pas le budget pour prendre quelqu'un qui dessine à ma place. C'est une question qui revient très souvent, les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique, c'est les choses sur lesquelles nous, en tant que médecins, infirmiers ou aides-soignants en réanimation, on doit avoir un œil pour absolument prévenir, encore une fois, les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Les agressions primaires, par exemple, du cerveau, ça va être tout ce qui est traumatisme crânien, agression chirurgicale ou ce genre de choses. Et en gros, les secondaires, c'est tout ce qui est physiologique qui va pouvoir avoir un impact sur le cerveau directement. Donc c'est en fait des paramètres sur lesquels on doit veiller dans des services de réanimation, de soins intensifs ou de neurochirurgie pour prévenir, encore une fois, des agressions cérébrales qui pourraient déclencher ou aggraver une pathologie ou des lésions neurologiques. On peut prendre par exemple quelqu'un qui vient d'avoir une opération neurochirurgicale, ou alors on peut prendre quelqu'un, encore une fois, qui vient de faire un arrêt cardiaque et pour lequel on va vouloir préserver absolument le cerveau. C'est toutes les situations où on veut absolument qu'il n'y ait pas de dommages cérébraux supplémentaires. Donc en fait, AXOS, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention à peu près tout le temps, mais il y a des situations dans lesquelles il faut faire encore plus attention. C'était une introduction très longue pour ce format, on va passer tout de suite aux explications. On va construire autour de ce schéma toutes les choses sur lesquelles on doit veiller justement pour prévenir l'apparition des AXOS. Et ça commence tout de suite par la pression artérielle, que je vais noter PA. Et dans la pression artérielle, on va surtout s'intéresser à la PAM. Quel est le lien entre la PAM et le cerveau? Eh bien, il y a tout simplement la pression de perfusion cérébrale qui est égale à la PAM moins la PIC. La pression de perfusion cérébrale, donc la pression sanguine qui va déterminer une bonne irrigation du cerveau, c'est la pression artérielle moyenne moins la PIC. La PIC, c'est la pression intracrânienne. Donc la PIC, quand il y a une suspicion d'HTIC, donc d'hypertension intracrânienne, il faut monitorer la PIC. Et quand on est en préhospitalier ou dans des urgences et qu'on n'a pas encore de PIC, il faut déduire encore une fois cette PIC-là. Mais dans tous les cas, il faut monter la PAM en fonction de la PIC pour que celle-ci ne vienne pas contrer la PAM. Si jamais on a une PIC qui est trop importante, par exemple une HTIC autour des 15 ou 20 mm de mercure, on a beau avoir une PAM à 70, on va soustraire 20 mm de mercure, donc on n'aura plus qu'une PAM à 50. Et ça, c'est pas assez. Donc il faudra faire monter la PAM pour préserver la PPC en cas de pression intracrânienne plus élevée. C'est le premier élément sur lequel on doit faire attention. Il y a ensuite le contrôle de la PaCO2 qu'on va pouvoir mesurer via notamment le TCO2, le CO2 expiré. La pression partielle en dioxyde de carbone va avoir une grosse influence sur la vasoconstriction cérébrale. Donc pour le coup, une diminution du calibre des vaisseaux sanguins. Quand on diminue le calibre, on augmente la pression qui règne à l'intérieur. En fait, une diminution de la PaCO2 va augmenter les résistances. Si en augmentant les résistances, on va diminuer le débit sanguin cérébral. Et ça, bien évidemment, c'est pas bon. Donc il faut absolument monitorer le TCO2 pour éviter l'hypocapnie, mais également l'hypercapnie. Alors il y a toujours un gradient entre la pression partielle en oxygène et le TCO2, donc c'est important de faire un gaz du sang pour pouvoir corréler le TCO2 à la pression partielle en dioxyde de carbone sur le gaz du sang. Une fois que vous avez ce différentiel, vous pouvez déduire à partir de le TCO2 la pression partielle en dioxyde de carbone et du coup adapter notamment le respirateur. Ensuite, bien évidemment, au final, quelle est la priorité pour le cerveau? Même si tout est important, c'est important de lui apporter du débit sanguin, c'était l'objectif avec la PAM et la capnie, mais c'est important aussi que ce sang soit enrichi en oxygène. Et là, on va prendre, ça va être un peu un gros morceau, parce que l'enrichissement, l'apport d'oxygène, donc je vais mettre apport, parce que c'est pas le tout de mettre oxygène, il faut que ce soit un apport en oxygène. L'apport en oxygène, il va être déterminé par plusieurs choses, le débit cardiaque, qu'on abrège QC, donc il faut un bon débit cardiaque pour bien amener du sang au niveau des capillaires et bien ensuite l'amener au niveau du cerveau. Il faut une bonne quantité d'hémoglobine, tout simplement, et il faut également une bonne saturation en oxygène. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, la formule du transport artériel en oxygène, c'est 1,34 fois l'hémoglobine, fois la saturation d'oxygène, fois
le débit cardiaque. On retrouve ces 3 paramètres juste ici. Et donc, du coup, ça va être 3 déterminants. Il va falloir lutter contre l'anémie, avoir un bon débit cardiaque et une bonne saturation en oxygène via, encore une fois, l'augmentation de la FiO2 du respirateur, par exemple. Là, on en est à 3 paramètres qu'il faut absolument stabiliser. La PAM, le TCO2 et l'oxygène. L'oxygène, 3 sous-critères, le débit cardiaque, l'hémoglobine et la saturation en oxygène. Et une autre chose qui va être liée à l'oxygène, là on a parlé d'apport, mais ça va être aussi tout simplement la consommation du cerveau en oxygène. C'est bien beau de lui apporter, on va dire, suffisamment d'oxygène. Si lui, il se met à en consommer beaucoup trop, on se retrouve dans ce déséquilibre avec une possible hypoxie cérébrale et du coup, une lyse cellulaire. La CMRO2, donc la consommation cérébrale en oxygène, va être influencée notamment par la température, par le niveau de sédation et par les possibles crises convulsives. Donc c'est pour ça qu'il va être important de monitorer le patient avec un BIS pour mesurer du coup la profondeur de sa narcose, pour veiller que les sédations sont bien correctes pour le patient et qu'il est bien endormi, parce qu'une augmentation de l'activité cérébrale entraînera forcément une augmentation du dioxygène, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche dans la prévention des axos. La température, pareil, une hyperthermie ou une hypothermie va augmenter la consommation en oxygène du cerveau. Et les crises d'épilepsie, bien évidemment que ça va entraîner encore une hausse de la consommation du cerveau en oxygène. Ensuite, on va venir mesurer la natrémie. Et il faut toujours que la natrémie soit supérieure à 140 mmol par litre. Pourquoi? Si jamais la natrémie diminue, on va avoir une diminution de l'osmolarité. Si on a une diminution de l'osmolarité, on peut avoir formation d'un œdème cérébral. L'œdème cérébral augmente la pique, diminue la pression de perfusion cérébrale, etc. Donc vraiment, il faut que la natrémie reste supérieure à 140 mmol par litre. Et le dernier point, on a parlé de l'oxygène qui est indispensable pour le cerveau. Il y a une deuxième chose qui est indispensable pour le cerveau, c'est le glucose, et donc il va falloir un contrôle de la glycémie. L'hyperglycémie, souffrance cérébrale, c'est pas bon dans la prévention des axos, bien évidemment, parce que il va s'agir d'une agression cérébrale d'origine secondaire. Il y a plein d'études différentes qui ont été menées là-dessus, et il n'y a pas vraiment un gold standard, à part qu'il y a un accord fort des sociétés savantes, notamment la SFAR et la SRLF, comme quoi il ne faut jamais dépasser 10 mmol par litre de glycémie. Donc il faut que le dextro reste inférieur à 10 mmol par litre. Et du coup, des services de réa se basent sur une fourchette assez large, entre 5 et 10 mmol par litre. Voilà, mais là encore, il y a des habitudes de service. Je sais qu'il y a des services où les protocoles sont beaucoup plus stricts, avec des virgules, etc. Mais les études, pour l'instant, ne sont pas toutes d'accord là-dessus. Donc, en gros, les sociétés savantes, elles ont fait un accord fort pour la limite haute, mais pour la limite basse, pareil, là, ça reste un petit peu flou encore. Donc, si on résume, dans les grandes familles, on a la pression artérielle, le TCO2, la pression partielle en dioxyde de carbone, la natrémie, l'apport en oxygène, la glycémie et la consommation cellulaire en oxygène. Si on veut vraiment aller dans le détail, il faut diviser l'oxygénation et la consommation en oxygène, chacun en 3 sous-parties, ce qui nous donnerait au final 10 critères. Et si on les liste de cette façon, le premier critère, c'est la stabilité de la pression artérielle moyenne, la stabilité de la pression partielle en dioxyde de carbone, une natrémie stable, un débit cardiaque suffisamment élevé, une hémoglobine stable, une saturation artérielle en oxygène stable également, une température stable, des sédations correctes, éviter les crises convulsives et une glycémie dans les normes et surtout inférieure à 10 mmol par litre. Voilà, je pense qu'on a un beau tableau. Important de tout détailler, mais c'est surtout important de ne pas vous expliquer juste les paramètres qu'on doit surveiller. Moi, je considère toujours que quand je fais quelque chose, j'ai envie de comprendre pourquoi je l'ai fait. Et là, c'est important de comprendre pourquoi ces 10 sous-critères sont hyper importants dans justement la prévention des agressions cérébrales. Pourquoi on va venir mesurer la natrémie? C'est pas juste, il faut que la natrémie elle soit supérieure à 140. Il y a une vraie raison à ça. Pourquoi le dextro doit être stable? Pourquoi il faut limiter la consommation cérébrale en oxygène? Bref, je trouve ça hyper intéressant et j'espère que ça vous servira dans votre pratique, dans vos études ou n'importe où. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi quelles vous voudrez que j'aborde sous ce format de tableau. Et surtout, n'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people